Entre nous. Carole Clémence. Abandonnée à 18 mois par ses parents, Sonia De Rory part en 2006 en quête de ses origines, avec un sentiment de culpabilité vis-à-vis de sa famille d'adoption qu'il aime sans tenir compte de son nanisme. Elle découvre son acte de naissance et, miracle, rencontre pour la première fois sa mère biologique. Mais Sonia comprend qu'elle a trop attendu de ce face-à-face. Comédienne, Sonia décide de réaliser un court-métrage inspiré de son histoire pour avertir que les retrouvailles peuvent être décevantes, contrairement aux histoires touchantes que l'on suit dans les médias. Elle nous dévoile son histoire aujourd'hui, entre nous, sur Vivre FM. Entre nous. Carole Clémence. Sonia De Rory, bonjour. Bonjour Carole. Vous êtes notre invitée pour Entre nous aujourd'hui sur Vivre FM. Vous allez nous raconter votre histoire. Vous avez été abandonnée à 18 mois par vos parents, c'est bien ça ? Oui. Est-ce qu'on peut remettre un petit peu dans le contexte ? Vous êtes née en situation de handicap ? Tout à fait. Alors, j'ai 37 ans aujourd'hui. Je suis née en 83. Je suis une personne atteinte de nanisme, je suis naine. Et j'ai été abandonnée effectivement à 1 an. J'ai été adoptée exactement à 18 mois. Parce que le handicap posait problème à mes parents, voilà, à la naissance, mes parents biologiques. Et je suis née en France, je suis ce qu'on appelle une pupille de l'État. Et j'ai été adoptée à 18 mois dans la mesure où mes parents biologiques ont pris le temps de la réflexion à savoir s'ils pouvaient assumer ou non le handicap. Oui, oui. Et vous avez fait des recherches par la suite, mais vous avez su tout de suite que vos parents biologiques vous avaient abandonné en raison du handicap ? Alors, mes parents adoptifs, oui, me l'avaient dit que le handicap avait posé problème, mais c'est tout ce qu'on savait par rapport à mon dossier d'origine. Vous n'aviez pas les noms, vous ne connaissiez pas leurs origines, rien ? Non, je n'avais pas les noms. En fait, j'ai découvert mon nom de famille d'origine en grattant mon carnet de santé un jour. J'avais des étiquettes sur mon carnet de santé et j'ai découvert mon nom d'origine par ce biais-là. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup intriguée parce que je savais que j'étais adoptée. Il n'y avait jamais eu de secret. Quant à mon prénom, il a été modifié par mes parents adoptifs. Je m'appelais Mounia. Ils ont changé en Sonia parce qu'ils m'ont expliqué que, en plus des questions du nanisme et des problématiques du handicap qui allaient se poser, ils n'avaient pas envie de me rajouter un surhandicap que pouvaient poser les problèmes de discrimination. Oui. Et ça partait vraiment d'une très bonne intention de leur part. Oui. C'est de vouloir m'intégrer, voire m'inclure dans la société. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes arabes qui portent ce nom de Sonia, en tout cas en France. Alors oui, c'était un prénom, j'ai l'impression, qui est assez international. On le retrouve dans beaucoup de cultures. Oui. Voilà, donc moi ça me va. Ils n'ont pas dénaturé mon prénom d'origine finalement. Ils ont vraiment gardé une syllabe et donc c'est vraiment bienveillant de leur part. Oui, oui. Et justement, vos origines, vos parents biologiques sont algériens, en tout cas d'origine algérienne. Vous ne les connaissiez pas, vous les deviniez ? Alors, non, je ne les connaissais pas du tout avant de faire ma recherche des origines. Pour moi, ils étaient vraiment imaginaires. Voilà, je les ai rencontrés donc en 2006. J'ai rencontré ma mère en 2006. Oui, et puis votre père bien après. Oui, en 2011, oui. Quelques années plus tard, ça s'est fait en 2 étapes parce qu'ils étaient séparés au moment des recherches. Et ça a été un processus finalement vital pour moi qui me permet aujourd'hui d'être vraiment en paix avec cette identité-là. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous imaginiez justement ? Vous saviez que vous étiez adopté, donc vous aviez 2 parents, 2 vrais parents adoptifs, et puis vous saviez que vous aviez 2 autres parents que vous ne connaissiez absolument pas. Comment vous vous situiez à l'époque, quand vous étiez petite fille et adolescente ? Quand j'étais petite fille, moi, c'est par rapport à ma couleur de peau. Je me demandais si j'étais pas métisse, s'il n'y en avait pas un des 2 qui pouvait être français, et en français caucasien, comme on dit, et puis l'autre plutôt d'origine maghrébine. Alors, là, j'étais dans mon dossier que mes parents avaient, c'était inscrit que j'étais d'origine maghrébine, mais j'avais pas plus d'informations que ça. Donc, c'était aussi s'identifier quand je croisais une femme maghrébine dans la rue en me disant « Ah tiens, j'ai les mêmes cheveux qu'elle ». Je me disais pas c'est ma mère, non, pas du tout, mais il y avait des choses au niveau au niveau du physique, parce que c'est ça, on sent moi j'ai senti que j'étais adoptée par rapport à la physionomie, comment on se voit par rapport à l'autre, et c'est ça.
Oui, oui. Et d'ailleurs, dans cette famille d'adoption, dans votre famille, vous avez une fratrie qui ont aussi été adoptés ? Tout à fait. En fait, nous sommes 5 enfants adoptés et 2 biologiques, 2 enfants biologiques de mes parents. Et vous le saviez tous ? On vous l'a tous dit ? Oui, tout à fait. Oui, il n'y avait pas de secret par rapport à l'adoption. En fait, je peux vous expliquer, si vous voulez, chronologiquement, comment ça s'est fait. Allez-y, Sonia. En fait, alors, mes parents ont eu un premier enfant biologique. Ensuite, ils ont adopté un garçon qui était plus âgé. Ce qui se fait très rarement aujourd'hui, parce que maintenant, on essaye de respecter la chronologie, les âges de la fratrie. On essaie que l'enfant suivant soit plus jeune. Ensuite, ils en ont eu un autre biologique, et les autres ont été adoptés parce que mes parents ont été famille d'accueil pendant un moment, et certains enfants ont été adoptables. Ils ont aussi accueilli des Laotiens à l'époque des Boat People, si ma mémoire est bonne. Oui, c'était à la fin des années 70, juste avant mon arrivée d'ailleurs, 2 garçons qui sont restés chez mes parents plusieurs années. Et après, leurs familles biologiques sont venues les chercher. Et ça a créé d'ailleurs quelques, pas dire traumatisme, mais vraiment quelque chose. Ils avaient été adoptés ou simplement confiés ? En fait, ils ont été accueillis. Ils ont été accueillis, et ça n'a pas été sans mal de les voir partir, parce que la famille biologique avait coupé les ponts. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passait. À une époque, on ballottait les enfants d'une famille d'accueil à l'autre. Et le lien d'attachement, finalement, l'essentiel, c'était que l'enfant avait un foyer. Bon, voilà, je suis pas une experte de ce domaine, mais en tout cas, voilà, ça avait beaucoup marqué ma famille. Et quelques années plus tard, ils sont revenus voir mes parents, et voilà, pour les remercier, finalement. Oui, ça c'est une belle chose. Vous avez été heureuse dans cette famille ? Oui, il y avait beaucoup d'amour et d'affection. Moi, je suis arrivée, j'étais la petite dernière, j'étais la 6e. Dans la mesure, oui, j'étais adoptée, donc c'était en 84. J'étais la 6e, et j'étais vraiment beaucoup chouchoutée par mes frères et sœurs. Et ensuite, mes parents ont voulu adopter un 7e enfant parce que pour avoir quelqu'un pour jouer avec moi. C'était un peu, il fallait une petite sœur pour Sonia pour pas qu'elle soit toute seule, parce que mon frère plus âgé avait 6 ans de plus que moi. Il était vraiment très très proche de moi, mais mes parents, voilà, ils se sont portés candidats à un 7e enfant, un 7e enfant venu d'Haïti. Ils étaient âgés dans le sens de l'adoption, ils avaient 47 et 49 ans, et cette adoption a été très difficile dès le début, jusqu'à même jusqu'à 20 ans plus tard, parce que c'était une enfant traumatisée par ce qu'elle avait vécu à Haïti. Oui. Et donc, aujourd'hui, ce que je regrette un peu, c'est le manque d'accompagnement qu'ils ont eu, finalement, dans l'adoption, post-adoption, finalement. Avant, on prépare les parents, on leur fait faire des tests en tout genre, dessiner un arbre, bon, j'en passe. J'ai aussi passé ces tests en tant que grande sœur, finalement. Mais voilà, la problématique, c'est l'accompagnement après qui, je pense que les parents ont vraiment besoin de ça. Et oui, j'imagine. Oui. Et puis, vous, est-ce que vous avez toujours bien vécu cette adoption ? Est-ce que vous êtes allé voir un psy pour en parler ? Est-ce que vous étiez petite ? Alors, chez moi, les psys, c'était pour les fous. Hein. Quand j'étais petite, d'accord. C'était pour les fous. J'ai attendu vraiment d'être autonome et indépendante pour aller en voir un. J'avais été suivie ici par le RASED parce que j'avais des troubles du sommeil. Le RASED, c'est le système d'accompagnement psychologique pendant l'école primaire. Donc voilà, j'avais quelques soucis d'intégration. Par rapport au regard des autres sur le handicap. J'imagine. Ça a été vraiment très compliqué. Oui. De la part des enfants, j'avais des moqueries. Et puis, de la part des adultes, j'ai subi quelques humiliations. La part d'adultes, oui. À l'école ? Oui, au collège. Je peux vous raconter une anecdote. Je faisais partie d'une chorale au collège. Dans le collège où j'étais, ça se passait bien au niveau de la chorale. Et puis, on a eu une réunion de chorale autour d'un projet qui était Starmania à l'époque. J'étais en classe de 4e. Et puis, on nous avait demandé nos tailles. Nos tailles, voilà. Je fais 1m23. Hein. À l'époque, je devais faire... je vais être pas plus... Sur 1m10 à peu près. Et donc, on nous a appelés par taille et on m'a appelé pour venir au premier rang. Et la chef de chœur, qui n'était pas la professeure du collège où j'étais, a été surprise et m'a mis au 2e.
Laurent. Mais on vous voyait plus? Voilà, vous voyez plus. Ah oui, Ouais. c'est... En fait, cette anecdote-là m'a marqué beaucoup. Pendant beaucoup de temps. Oui. Et à ma mère, je lui en ai parlé, j'avais 25 ans. Parce que elle en a même pleuré quand j'en ai parlé. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je lui dis, parce que je voyais déjà toutes les difficultés que j'avais, tous les soucis que tu rencontrais avec chacun des enfants. Et naturellement, et puis mon handicap avait posé des problèmes de santé, d'intégration. Et je me disais, mais non, je peux pas lui raconter ça parce que ça va que surajouter. Donc j'ai pris sur moi et puis ça m'a déclenché quelques névroses que j'ai soignées plus tard chez un psy. Ça va aujourd'hui. Ça va aujourd'hui. Mais je vous remercie. Mais voilà, ça a été des choses comme ça qui font que on doit vraiment dépasser Alors tout ça. C'est quelque chose qui se produirait encore aujourd'hui? Parce que c'était dans les années 80, 90? Oui, 80, oui, j'avais 14 ans, donc c'était 96, 97. J'espère pas. J'espère que les mentalités... On parle d'inclusion, on parle beaucoup de respect du handicap. Voilà, j'espère pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sensibilisation. Et puis, moi, j'ai confiance dans la jeunesse. Je suis comédienne aujourd'hui et je travaille souvent avec des jeunes pour des courts-métrages et c'est eux qui m'ont donné confiance en moi. C'est les jeunes de 20 ans qui arrivaient. Bon, je leur disais que j'étais naine parce qu'ils avaient besoin d'une diversité de profils. Mais c'était pas ça, c'était pas la chose clé au niveau du recrutement parmi les comédiens pour les courts-métrages. C'est juste qu'ils avaient besoin de personnalités différentes et c'est ce qui m'a plu dans leur regard. Je me suis sentie, moi, en dehors du handicap. Et c'est marrant, c'est chez les plus jeunes. Oui. Et pas chez les cadras, chez les quinquas. En venant, après, ça, je l'ai vécu à Paris. Et à Paris, pour moi, ça a été une renaissance quand je suis venue ici. C'est-à-dire que, en fait, le fait d'être anonyme dans une très grande ville, ça m'a permis d'être mieux intégrée, paradoxalement. Parce que on se retourne encore sur moi en disant, ah tiens, une dame de petite taille, des choses comme ça. C'est normal. Moi aussi, quand je vois une personne non-voyante, je me dis, ah tiens, une personne non-voyante, est-ce qu'elle a besoin pour traverser la rue? Bon, des choses humaines. Et en province, le regard était bien plus fort, et même au niveau des enfants, avec des contacts avec les enfants. Les premières années que j'étais ici, un jour, je me suis retrouvée dans un parc. Il y avait une ribambelle d'enfants qui traversent, et puis je leur dis, je me dis comme ça, voilà, ça c'est pour moi, je vais prendre les petites remarques. Bon, c'est pas grave, c'est des enfants, bon. Et en fait, rien. Ils n'ont pas dit un mot. Je dis, mais je suis devenue invisible ici? Non, c'est que la diversité culturelle, la diversité des profils à Paris, je ne suis pas la seule personne de petite taille, dommage, j'aurais pu être une star. Bon, mais voilà, ça fait que voilà, je me sens incluse. Oui. On vous regarde moins à Paris qu'ailleurs, et donc vous êtes plus à l'aise. Oui. Et donc vous restez ici. Voilà. Vous continuez à nous expliquer votre histoire. Sonia Derrory, vous êtes comédienne. Vous nous parlez de votre adoption, mais surtout de la quête que vous avez eue de vos origines, de vos parents biologiques. Et puis, on va parler aussi du court-métrage que vous avez réalisé de votre histoire. On va en parler dans quelques minutes sur Vivre FM. On va en parler dans quelques minutes sur Vivre FM. Entre nous. Carole Clémence. Sonia Derrory est notre invitée aujourd'hui sur Vivre FM. Dans Entre nous, cette comédienne nous raconte sa quête des origines. Abandonnée en raison de son handicap par ses parents toute petite, une famille aimante l'adopte, l'aime et ne fait pas de différence. Sonia a voulu faire passer un message en réalisant un court-métrage visible sur YouTube nommé Rencontre, dont on va parler dans quelques minutes. Mais Sonia, je voulais qu'on revienne sur les problèmes qu'ont posé votre handicap. Vos parents vous ont accueillis à bras ouverts et n'ont pas eu de difficultés en raison de votre handicap, vos parents adoptifs. Oui, en fait, quand ils m'ont accueillie, ils ne savaient même pas si j'allais marcher. Dans le dossier médical, c'était vraiment avec un point d'interrogation. Donc, tous les progrès que je faisais, c'était une victoire sur la vie en soi. Parce que vous avez quel type de nanisme? Un nanisme achondroplase, donc j'ai le buste de taille normale et les membres, les membres courts. Et avec des problèmes rachis dorso-lombaires, c'est-à-dire donc il y a des cervicales au dos.
Donc il y a des problèmes de santé oui, qui perdurent. Oui, alors là, pour l'instant, aujourd'hui c'est stabilisé, mais j'ai porté un corset, j'ai été opérée 2 fois d'une ostéotomie, et puis j'ai eu un gros suivi médical et une armée de médecins qui me suit depuis, j'ai 37 ans, on va dire depuis 37 ans. Oui, et ça va continuer. Oui. Et la santé, c'est un capital et voilà, il faut la préserver plus longtemps possible. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire tout ce que fait quelqu'un d'autre. Alors, paradoxalement, j'ai été dispensée de PS toute ma scolarité. Et paradoxalement, aujourd'hui, je fais beaucoup de roller. Je suis assez sportive, comme une revanche, finalement, sur la vie. Alors, j'ai été dispensée de PS. J'ai jamais compris si c'était par facilité pour l'éducation nationale ou vraiment parce que je pouvais pas. Il y avait un professeur de PS qui m'avait fait faire un peu de badminton et j'avais beaucoup aimé, mais il y avait un problème de notation derrière et puis tout ce qui était sport d'équipe, ça posait souci par rapport à ma taille et puis comme j'avais des problèmes osseux. Mais aujourd'hui, je crois qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a un véritable travail d'intégration des Oui, aujourd'hui, des si vous étiez ado ou enfant, il est probable que vous pourriez participer à ces cours sportifs. Tout à fait. Oui. Vous êtes arrivé au mauvais moment, puisque même pour vos études, il y a des choses que vous ne pouviez pas faire, des carrières que vous ne pouviez pas envisager. Oui, alors quand j'étais en seconde, j'ai voulu me diriger vers une carrière scientifique. Je voulais être technicienne de laboratoire. Dans mes rêves, c'était travailler pour la recherche scientifique. Et en fait, on m'a refusé cette carrière parce que par rapport à la hauteur des paillasses dans les labos, puisqu'il aurait fallu un marchepied qui n'aurait pas été sécurisé, et puis tout simplement aussi par les gants, les gants en latex là. J'ai des mains de la taille d'un enfant de 6 ans, et en fait les gants en latex auraient été toujours trop grands, voilà. Et donc, ma carrière a été... J'ai voulu me diriger vers cette voie-là, mais bon, finalement, Il y a d'autres voies qui vous ont été fermées ou dont on vous a dissuadé ? Alors, quand j'étais gamine, je voulais faire vétérinaire. J'ai fait un stage à la campagne, j'habitais à la campagne, au milieu des vaches, et où le vétérinaire coupait les cornes des vaches. Je me disais, mais... je pourrais pas faire ça. Et puis même une personne valide, c'était quand même un travail rude. Je me disais non. Oui, parce qu'il faut aider les vaches à véler aussi. C'est un travail physique. Voilà, c'était un travail physique. Et là, c'était du bon sens pour moi. C'était même au-delà de mes capacités physiques, dire la limitation physique parce que je suis naine. C'est plus du bon sens. On me dit mais non, tu veux pas faire ça, Sonia. Non, quand même. Et donc, vous vous êtes dirigée vers quelle profession ? Alors, vers quelles études d'abord ? Alors, j'ai fait un bac STT comptabilité et gestion, un bac tertiaire. Et ensuite, je me suis dirigée vers la communication d'entreprise. J'ai un BTS communication. Parce que ce qui me plaisait, c'était communication écrite, la stratégie de communication, mettre en page des documents. Et puis, en fait, j'avais choisi option théâtre quand même en seconde. Et pour mes parents, bon, c'était hors de question que je me dirige vers des études de théâtre parce que il fallait assurer le quotidien. Et je les en remercie parce que finalement, je suis contente aujourd'hui d'avoir mon métier initial de chargée de communication et puis d'essayer de lancer ma carrière à côté de comédienne. Mais j'ai toujours eu une appétence pour la comédie. Oui, et donc justement aujourd'hui, depuis quelques années, vous essayez de vous lancer professionnellement dans ce métier et d'en vivre uniquement ? Oui. Alors je me sens comédienne depuis 3 ans où j'ai joué au théâtre, j'ai joué dans un Phèdre, j'ai joué le rôle de Panope et puis j'ai joué une sorcière dans Macbeth. Et à côté de ça, là, plus récemment, j'ai lancé une web-série sur Internet avec toute une ribambelle de comédiens. C'est un projet qui est émergé pendant le confinement. Et donc voilà, j'essaye de travailler mon jeu pour essayer peut-être un jour de lancer ma carrière. Oui. Est-ce que vous sentez des freins justement vis-à-vis de votre handicap dans cette profession, dans cette profession de comédienne ? Alors... aujourd'hui, j'ai effectivement du mal à décrocher des rôles, mais je pense comme beaucoup de comédiens,
j'avais rencontré un producteur qui m'avait dit on n'ose pas encore assez mettre des personnes de petite taille à la télévision. Est-ce que vous pourriez remplir n'importe quel rôle quasiment, à part les rôles physiques, mais vous pourriez faire n'importe quel rôle? Oui. Alors moi je suis très admirative d'une comédienne américaine qui joue le rôle d'une patronne dans la nouvelle série, la nouvelle version de MacGyver, qui est une comédienne qui fait ma taille et je l'admire beaucoup. D'ailleurs, je regarde souvent la série parce que vraiment elle a un rôle en fait où son handicap c'est un détail. C'est pas axé là-dessus. Oui. Et c'est ça qui me plaît finalement. C'est ce que vous voudriez jouer. Oui. Ce sont les meilleurs rôles. Oui. Oui. J'ai eu la chance d'ailleurs que les étudiants me donnent ce type de rôle de patronne un peu sévère pour des courts-métrages et c'était assez drôle. Et vos collègues justement, ils font pas de différence entre vous? Ils en font une? Dans le milieu du théâtre, du cinéma, non, pas du tout. Tout. J'ai été très vite intégrée. Voilà, il n'y a pas de souci. Et par exemple, je vous dis Game of Thrones, le trône de fer, et le personnage de Tyrion Lannister, ça vous évoque quoi? Alors, je vous avoue que j'ai même pas vu la série. Vous l'avez pas vue? Mon Dieu, quelle honte! Quelle honte! Je l'ai pas vue, mais à chaque fois qu'on m'en parle, c'est toujours la réflexion qu'on me rappelle. On me dit, mais en fait, le fait qu'il soit nain, c'est anecdotique. Oui, enfin, il a quand même souffert par rapport à sa famille, donc il a quand même une revanche à prendre sur la vie. Mais effectivement... En tant qu'acteur... Voilà, non, en tant que personnage. Oui, voilà. Mais en tant qu'acteur, c'est ce qu'on me dit. On me dit, cet acteur, voilà, il joue pas d'être de petite taille. C'est juste le fait qu'il est très charismatique, il est adoré par tout le monde. Et oui, il a beaucoup de fans. Je me mettre avant la série. Oui, elle est terminée, donc il faut vous dépêcher. Oui. Et puis, donc, vous êtes comédienne aujourd'hui et vous avez décidé, il y a quelques temps, de créer, de produire, de réaliser votre propre court-métrage sur une partie de votre histoire. Tout à fait. Alors, l'idée m'est venue, c'était en 2016. En fait, la thématique du Nikon Festival, qui est un festival de court-métrage, c'était rencontre, la thématique. Et donc, là m'est venue l'idée en me disant, mais pourquoi tu raconterais pas la rencontre avec ta mère biologique? Ça a mis quelques années parce que je pense que j'étais pas forcément prête. J'avais pas assez pris de recul sur ma propre histoire pour pouvoir réaliser vraiment ce court-métrage. Et le court-métrage que j'ai réalisé, c'est vraiment une fiction à forte dimension documentaire, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé parce que j'ai voulu vraiment avoir une distance critique et constructive par rapport à mon histoire. Et donc c'est pour cette raison que j'ai fait un court-métrage de 20 minutes alors que j'aurais pu en faire un film de 1h30. Oui, tout à fait, parce que votre histoire est passionnante, votre histoire est atypique, donc vous auriez pu faire un film, peut-être que ça viendra plus tard. Peut-être, hein, j'en appelle aux sociétés de production qui veulent s'intéresser à mes écrits, parce que j'écris depuis 14 ans sur mon parcours, donc avec plaisir. Et vous pensez chercher à être publié un jour ou non? Oui, j'espère, mais en fait la problématique de la publication que j'ai aujourd'hui, c'est que ça implique beaucoup de personnes autour de moi qui n'ont pas forcément envie d'être exposées. Il faudrait que vous vous censuriez et vous n'avez pas envie de le faire. Non. Et voilà, il y a des personnes qui veulent rester discrètes par rapport à leur propre histoire. Et en fait, on vit pas seul. On vit pas dans une bulle. On vit en interaction avec les autres. Voilà. Donc, je voudrais être juste par rapport à elle. Oui. Et donc, ce documentaire, ce court-métrage qu'on peut trouver sur YouTube, qui s'appelle Rencontre, c'est vraiment votre histoire ou vous avez un petit peu romancé, un petit peu changé certains événements? Tout à fait. J'ai changé certaines choses pour que ce soit adaptable dans 20 minutes et pour que ce soit impactant. En fait, le message que j'ai voulu faire passer dans ce court-métrage, c'est que la recherche des origines, que la rencontre avec son parent biologique, c'est pas forcément des retrouvailles au sens où on l'entend comme dans les contes de fées. Et moi, je voyais beaucoup de films sur cette thématique-là en me disant, mais ça se termine, il se tombe dans les bras, mais après, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, c'est vrai qu'on voit rarement après. On voit la rencontre et on voit rarement ce qui se passe après. Voilà, il n'y a pas forcément des liens qui se tissent entre l'enfant biologique et son parent biologique. J'ai eu des témoignages que si, puisque j'ai fait partie d'associations dans l'adoption. Mais voilà, c'est pas forcément le cas et c'est un peu pour prévenir les adoptés. Mais attention. En plus, vous faites votre recherche, mais votre parent biologique n'est pas forcément préparé. Vous, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans que vous menez votre projet, mais lui, c'est pas
À partir de quand est-ce qu'il va être retrouvé finalement? Et il espère peut-être ne pas l'être dans certains cas. Oui, dans certains cas, c'est son choix. Moi, j'ai été abandonnée, je n'ai pas été abandonnée sous le secret. J'avais l'identité des 2 parents biologiques et ma mère biologique souhaitait me rencontrer. Voilà, souhaitait. Et donc, on voit dans ce court-métrage qui est court, c'est une dizaine de minutes, on voit la préparation avant la rencontre. Vous êtes accompagné d'une médiatrice, psychologue, qui est présente, je crois, dans la rencontre, si je me souviens bien. Elle accompagne jusqu'à la porte, oui. Et donc, vous rentrez dans une pièce où est votre mère qui ne vous a jamais vu, et qui vous a vu bébé mais qui ne vous a pas vu depuis, et vous ne l'avez jamais vu non plus, et voilà, il y a la rencontre. Oui, alors là, dans cette idée, dans ce court-métrage, j'ai voulu que la rencontre soit une sorte de poésie, de film poétique, avec cette histoire de jeu de miroir, parce que ce qu'on recherche, c'est à qui on ressemble. Quand on recherche ses origines, je recherchais mes antécédents médicaux, je recherchais tout ça. Et j'ai voulu vraiment faire cette rencontre comme un jeu de miroir entre 2 personnes qui se regardent, qui se ressemblent, qui savent qu'elles sont mère et fille, mais est-ce que ça va aller plus loin que cette rencontre-là? Est-ce qu'il y a un lien qui est possible? Et vraiment, dans mon court-métrage, ce qui est dit est presque plus important que ce qui est montré. Dans la mesure où il y a des voix off, il n'y a pas de dialogue, et il y a une musique, il y a des musiques tout au long du film. C'est vraiment ça, c'est vraiment la vérité passe par les mots. Dans les mots, j'ai été le plus fidèle par rapport à ce qu'elle m'a dit. C'était vraiment j'ai été vraiment le plus juste, parce que si un jour elle voit le court-métrage, j'ai pas gardé contact avec elle, mais si un jour elle voit le court-métrage, je veux que vraiment elle se dise elle était fidèle à ce qui s'est passé. Mm-hmm. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a accepté cette rencontre. Oui. À votre avis, qu'est-ce qu'elle en attendait? Est-ce que vous le savez? Je pense qu'elle attendait d'être rassurée sur ce que j'étais devenue. Voilà. Savoir si j'allais bien. Et c'était un devoir pour elle de me rencontrer. C'est pour ça qu'elle a décliné son identité dans les papiers, parce qu'elle aurait pu m'abandonner sous le secret, non. C'était vraiment un devoir presque moral qu'il y avait derrière. Oui. Et j'en suis vraiment reconnaissante, parce que c'est pas donné à tous les enfants adoptés. Et Oui. Sonia Derory, vous restez avec nous. Je rappelle que nous parlons de ce court-métrage que vous avez réalisé sur une partie de votre histoire, les retrouvailles qui se sont produites en 2006 entre votre mère naturelle que vous rencontriez pour la première fois. Et donc, on continue à parler de cet événement et du reste de votre vie aujourd'hui sur Vivre FM. Entre nous, Carole Clémence. Sonia Derory, comédienne qui nous raconte sa quête des origines. Elle a été abandonnée en raison de son handicap. Elle souffre de nanisme. C'était il y a longtemps par ses parents. Une famille aimante l'a adoptée, qui n'a pas fait de différence, qui l'a accueillie et qui l'a rendue heureuse. Vous avez passé une enfance et une adolescence heureuse, Sonia, vous confirmez? Oui, tout à fait. Et puis, vous avez voulu rencontrer votre mère, puis votre père, et vous nous racontez dans ce court-métrage que vous avez réalisé comment s'est passée la rencontre avec votre mère, puisque vous voulez faire passer le message qu'il ne faut pas en attendre des merveilles, puisque ça peut ne pas être ça peut être décevant, ça peut ne pas aboutir à des liens qui auront lieu après cette rencontre, ça peut ne rester qu'une seule rencontre, et ça a été votre cas. Alors en 20 minutes j'ai raconté ce qui s'est passé en un an et demi. Alors parce que en fait on a gardé contact, contrairement à ce que je raconte dans le court-métrage. C'est pour ça que je dis que c'est une fiction à forte dimension documentaire, pour être fidèle à ce qui s'est vraiment passé. Pendant 1 an et demi, on a gardé contact. Même avant la rencontre, je l'avais eu au téléphone et elle s'était même projetée à ce qu'on fasse des choses ensemble, qu'elle me fasse découvrir un peu sa culture. Et puis finalement, ça s'est pas fait parce qu'elle pouvait pas, parce que psychologiquement, c'était trop dur d'assumer d'avoir abandonné une fille. Et puis, finalement, je me suis jamais sentie reconnue dans ma filiation, au sens, j'étais pas sa fille, j'étais une inconnue.
Et ça, elle me l'a vraiment dit. Elle me dit, mais non, voilà, pour moi, je t'ai pas élevée, j'ai abandonné un bébé. Aujourd'hui, je te retrouve. Voilà. Même si on a gardé contact pendant 1 an. Et puis moi, j'étais très en demande. J'avais besoin de connaître ces cultures. J'avais besoin d'être reconnue dans cette filiation. Ce que je n'ai pas vraiment eu d'elle. Mais je lui en veux pas parce que on imagine comment ça peut être difficile aussi de son côté. Oui, oui. Et donc, vous avez pu obtenir plusieurs rencontres ou c'était une rencontre et plusieurs... Une rencontre. Après, je l'avais même accueillie chez moi quelques jours pour qu'on fasse mieux connaissance. Et puis, je sentais qu'elle n'avait pas trop envie de se dévoiler. Je veux dire, c'était de pas partager. Moi, ce que j'attendais, c'est de partager la culture. C'est quelque chose qui était très important pour moi. Dans le film, d'ailleurs, j'aborde la quête identitaire, même la quête identitaire autour de la culture maghrébine. Ce qui s'est passé un peu autrement dans la réalité, où j'ai fait une petite crise identitaire, où je me suis dit, je vais me convertir à l'islam pour être mieux reconnue par elle. J'ai vraiment cherché à être reconnue en tant que sa fille, parce que j'avais besoin de cette relation pour me sentir pleine et entière. Oui. Alors que non, mes parents, c'est mes parents adoptifs. Oui. Et donc, voilà, j'ai passé des phases un peu comme ça, où c'était un peu compliqué pour moi dans ma tête. Oui, j'imagine. Moi, le regret d'ailleurs que j'ai là-dedans, c'est que j'ai fait mes recherches. La Voix des Adoptés, qui est une association qui accompagne dans la recherche des origines, n'existait pas encore. Et finalement, j'étais un petit peu seule dans mes questions, même si j'étais accompagnée par des psychologues. À l'époque, il y avait moins de connaissances sur la recherche des origines. Et donc aujourd'hui, vous recherchez à mieux connaître cette culture maghrébine, à vous en rapprocher, pour vous rapprocher de votre mère ou de votre père. Et vous avez continué ou vous avez... Non, pas du tout. Après, ça s'est arrêté parce que... Alors, en 2011, quand j'ai rencontré mon père biologique, j'avais passé ces phases là où je cherchais à travers la culture, allez, je vais me convertir. Pour une petite histoire, me convertir, j'ai essayé de faire un ramadan une demi-journée. À midi, j'avais faim. Et en fait, j'en suis venue à la conclusion qu'il fallait baigner dans une culture, qu'il ne suffisait pas d'un clinquement de doigts de se dire je me convertis, oui, se convertir. Oui. Qu'il faut être imprégné d'une culture pour pouvoir intégrer la religion qui en est associée. Et c'est pas génétique. Non, ça, non, pas du tout. Et là, en 2011, quand j'ai rencontré mon père biologique, comme j'avais fait tout ce travail-là, j'étais plus âgée. Et puis, j'ai rencontré autour d'un verre. On a bu un verre et peut-être que j'avais dû prendre une bière. Et il m'a dit, mais tu bois de l'alcool? Je lui ai fait, oui. Et puis j'ai embrayé. Je lui ai dit, puis je mange du porc aussi. Je lui ai fait, je suis d'éducation catholique. Il me fait, mais non, tu es musulmane. Et on a eu un débat de 3 minutes. Et en fait, pour lui, j'étais née musulmane, donc je demeurais musulmane. Oui. Et je lui ai expliqué, mais non, je lui ai fait, tu sais, quand j'ai ouvert mon dossier, j'aurais pu découvrir que j'étais bouddhiste, juive, machin. C'est pas ça qui allait déterminer ma religion. Et dans les associations d'adoptés, j'ai rencontré des personnes qui s'étaient converties à la religion d'origine, et je disais, mais la religion, c'est plus complexe que ça. C'est le rapport aux personnes qui nous entourent, c'est un travail spirituel derrière. Il ne suffit pas d'un claquement de doigts, d'un mot sur un dossier pour se convertir. Et puis après, j'ai fini le débat avec lui. Je lui ai dit non, mais voilà, je pense qu'on ne va pas s'entendre là-dessus. Mais moi, c'était important d'être clairement dans ma tête par rapport à ça, pour affronter ces questions-là vraiment de manière sereine. Oui. Voilà. Et justement, on n'a pas parlé, la rencontre avec votre père, il y en a eu qu'une aussi? Alors, il y en a une, et puis après, on s'est revus tous les ans pendant 2 ans. Et avec lui, en fait, j'attendais moins de choses. Et vous n'attendiez pas un lien, non. Créer un lien? Non, je tendais à dire... Dans l'idéal, je me dis, si j'aimerais bien, mais... J'attendais moins de choses. Et en fait, paradoxalement, avec lui, je me suis ressentie reconnue dans ma filiation parce qu'il m'appelait par mon prénom d'origine.
Et c'était un petit détail qui fait que... Ce que n'a pas fait votre mère biologique. Oui, ce que m'a pas fait. Et c'était un petit détail qui fait que je me suis sentie vraiment... je me suis sentie vraiment comme sa fille. Et donc, on s'est vu quelques années. Après, j'ai plus de signe de vie. Après, il est revenu quelques années plus tard et c'est moi qui ai dit non. Qui non, c'est fini, parce qu'à chaque fois qu'on se voyait, en fait, c'était pas pour construire un lien vers le futur, mais c'était sans arrêt pour revenir sur le passé. Et moi, j'avais envie qu'on passe à autre chose. Et je lui avais dit, si tu veux pas me faire connaître d'où tu viens, si tu veux pas qu'on partage des choses du futur, moi, ça m'intéresse pas. Maintenant, je t'ai pardonné, parce que chacun, ils avaient besoin d'être pardonnés. Je leur avais offert même à chacun un album photo de ma vie. Oui. J'ai fait, c'est d'ailleurs ce qu'on voit un petit peu dans le court-métrage. On va faire un album photo pour qu'ils aient une idée de mon parcours de vie. Moi, j'avais vraiment cette envie de partager. Je partageais un peu de moi, donc j'aurais voulu qu'ils partagent un peu plus d'eux. Et oui, c'est étonnant. Pourquoi vous n'avez pas eu ce retour ? Parce qu'ils avaient leur famille, chacun de leur côté, et c'était trop compliqué pour eux. C'était les faire revenir 30 ans en arrière. C'était assumer d'avoir remis aux services sociaux un enfant handicapé. C'est très compliqué. Oui, il y a une culpabilité de leur part qui est forte. Il y a une forte culpabilité, ça c'est sûr, et je peux la comprendre, et aujourd'hui je leur ai pardonné, et c'est pour ça que j'ai pu faire le court-métrage. C'est grâce à ça. Si j'avais pas outrepassé tout ça, j'aurais jamais pu produire le film comme je l'ai fait, et essayer d'être au plus juste dans le propos. Parce qu'il n'y avait ni vengeance, ni rancœur, juste essayer de faire passer un message, même si le film est fort et que parfois il est accueilli avec violence pour certains, parce que ça fait écho à certaines choses, même des personnes non adoptées, dans des ruptures familiales, ça fait parfois écho de dire « Ah mais non, c'est pas possible, c'est trop dur ». Oui, mais c'est ma vérité, c'est ce que j'ai mis en 20 minutes. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, avec le recul, la rencontre avec votre mère, c'était en 2006, avec votre père en 2011. Est-ce que vous pensez que ça vous a apporté quelque chose, justement, de les rencontrer, de leur poser ces questions, d'avoir cette relation, même brève, ou est-ce qu'au contraire, ça a été négatif pour votre développement ? Oui, ça m'a permis de savoir d'où je venais, à qui je ressemblais, mes antécédents médicaux, de ne plus me retrouver devant un médecin en me disant oui, je suis adoptée, point. Non, je suis adoptée, et puis ils m'ont dit ce qu'ils avaient, ce qu'ils avaient chacun. Donc ça me permet aussi de face à ces questions-là, d'être tranquille et me dire je sais d'où je viens, je sais à qui je ressemble. Oui, et vous savez s'il y avait déjà eu des cas de nanisme auparavant dans leur famille, ou si c'était une première ? Alors, moi, j'ai fait des tests génétiques en 2006 pour savoir d'où ça venait, si c'était une mutation d'un gène ou si c'était héréditaire. Et non, moi, dans mon cas, c'est le gène FRGFR3, je ne sais plus le nom exactement scientifique, qui mute au moment de la fécondation. Et hop, ça donne une personne atteinte de nanisme. Oui. Alors, vous avez terminé ce court-métrage il y a peu de temps, hein, C'était l'année dernière qu'on a tourné. C'était exactement il y a un an. On avait commencé entre le 11 et le 20 septembre, c'est ça. Oui, et donc on peut le trouver sur YouTube. Évidemment, c'est une dizaine de minutes. Hein, c'est 13 minutes exactement. Il s'appelle Rencontre, avec le rencontre au pluriel, et le S est entre parenthèses. Tapez rencontre court-métrage et vous le trouverez, en effet. Et justement, vous parlez des retours. Il y a des gens qui ont trouvé ça dur parce que c'est vrai, c'est votre histoire. Oui, alors ils ont trouvé ça dur dans cette... pour la fin, pour cette fin un peu brutale. Et puis aussi, j'aborde les questions dans la première partie du handicap, du rapport au handicap et à la maternité, qui aussi sont un petit peu dures. Parce que j'ai pas voulu faire dans la dentelle, et à la fois tout en respectant chacune des personnes qui étaient finalement citées dans le film, même si les personnages j'ai mis à distance. Je m'appelle pas Sonia dans le film, je m'appelle Sophia, pour mettre à distance ce personnage. Oui.
Oui. Et donc Sonia Derory, votre histoire, vous l'avez racontée sur ce court-métrage, en tout cas une partie de votre histoire. Vous avez expliqué à vos proches, à vos amis, que vous recherchiez justement les parents biologiques. Oui. En fait, alors, quand j'étais enfant, adolescent, c'était une question un peu taboue chez moi. Les origines, on n'en parlait pas énormément. C'était là, quand il y avait des émissions de télé qui passaient sur ce sujet-là, ma mère disait mais qu'est-ce qu'ils vont chercher? Alors ma petite sœur qui est d'origine haïtienne, elle posait des questions, mais moi je veux savoir, et ça soulevait vraiment quelques soucis. Il y avait vraiment quelques soucis là-dessus, et donc moi je me suis tue là-dessus pendant vraiment, on va dire, pendant 23 ans, parce que j'avais 23 ans quand j'ai fait mes recherches. Et le déclic pour les faire, ça a été un appel. En fait, un jour, j'étais indépendante et autonome, j'avais mon propre appartement, il y avait un monsieur qui s'appelait Derory, dont mon nom de famille c'est Derory, il m'a appelé en me disant « Mais j'en suis sûre que vous êtes de ma famille. Vos grands-parents, ils s'appellent comme ça. Oui, effectivement, c'est bien moi. » Et j'ai raccroché en disant non, mais je sais ce que vous cherchez, non, vous allez être déçus. Je lui ai pas dit, mais c'est ce que j'ai ressenti, parce que c'est cette quête, vous savez, quand c'est très à la mode, là, les recherches généalogiques, on va chercher qui. Et moi, là-dedans, je me sentais pas à ma place, même si ma famille, c'est ma famille élargie aussi. En fait, dans cette idée de généalogie élargie, je me sentais même pas à ma place, parce que je savais pas à qui je ressemblais. En fait, je pouvais pas dire que je ressemblais à. Et c'était vraiment le déclic pour ces recherches-là. Et d'ailleurs, dans les réunions de famille très élargies, où on était une centaine, moi, je me sentais pas à ma place en tant qu'enfant adopté, parce qu'on cherchait, il a le nez du grand-père, la bouche de la grand-mère. Non, même si mes parents, c'est mes parents. En fait, cette idée de à qui je ressemble, c'est vraiment quelque chose qui était résurgent. Et d'ailleurs, il y a une leçon en anglais, c'est la leçon I look like you, qui avait été traumatisante pour moi, parce qu'on devait dire à qui on ressemblait. Oui. Et je me sentais pas légitime. Voilà. Oui. Sonia Derory, merci d'avoir participé à notre émission Entre nous. Je rappelle qu'on peut découvrir votre documentaire et même des vidéos que vous avez fait, votre web-série sur YouTube. Tout à fait, ça s'appelle La tribu s'en mêle. Là, c'est une web-série plutôt humoristique. Oui, et donc on peut aussi découvrir Rencontre qui explique votre rencontre, votre quête des origines, et on peut voir d'autres vidéos. Merci à vous, Sonia Derory. Je rappelle que vous êtes comédienne et qu'on peut vous découvrir sur YouTube.